Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis le vice-amiral Charles-Henri Garrier. J'ai fait 40 ans dans la marine. J'ai terminé ma carrière à la tête des 2400 marins-pompiers de Marseille. Et je suis actuellement, j'ai plusieurs métiers, dont un des métiers qui est conseiller gestion de crise de l'enseignement catholique à Marseille. Je fais de la gestion de crise de toutes sortes. Et actuellement, je fais de l'audit d'établissement. J'ai fait, sur les 100 établissements de Marseille, j'en ai fait 70. Et je vais auditer en matière de sécurité, de sûreté, de problèmes internes, de crises de toutes sortes, de dysfonctionnement, des problèmes avec les syndicats, enfin bon, toutes sortes. Et on m'a demandé de faire une conférence aujourd'hui qui va durer 4 heures, sans les questions, sur le chef d'établissement, piloté et cheffé. Alors, vous allez me dire, mais c'est qui ce type? Encore une fois, un militaire qui vient ici. C'est facile, dans les armées, dans la marine, hein, l'amiral, il ordonne et ça claque et on obéit. Donc, qu'est-ce qu'il va nous parler de difficultés de chef d'établissement? Il ne connaît rien. Alors, juste pour vous rassurer, vous avez ici la photo du porte-avions Charles de Gaulle. Et pour vous montrer de quoi je parle, imaginez qu'on est tous ensemble à la mer pendant 5 mois. Voilà, vous êtes tous, on est là, le matin, un petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, le soir. On dort dans des couchettes où on est une dizaine par chambrée. Et ça dure 5 mois avec généralement 2 escales de 3 jours. Et donc l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipage, et croyez-moi, dans un milieu comme ça, évidemment, s'il y a la crise et le combat, les ordres vont claquer, bien sûr. Mais dans la vie de tous les jours, si je me comporte en ordonnant et en aboyant, ça ne va pas durer plus de 8 jours. Imaginez-vous, tous ensemble, pendant 5 mois. Donc ça s'appelle chez nous l'esprit d'équipage, mais c'est absolument fondamental dans notre métier. Sans esprit d'équipage, un bateau non seulement ne va pas dans une crise, mais surtout n'apparaît pas. On m'a demandé de monter sur l'estrade, hein, vous m'excusez, je ne suis pas très mobile du coup. Ici, vous avez la photo de l'écroulement de la rue d'Aubagne à Marseille, qui a fait 7 morts. Vous vivez, vous, les chefs d'établissement, la solitude par moment, quand vous prenez des décisions tout seul, quand vous êtes là et que les gens vous critiquent, quand vous devez prendre une décision d'urgence et que vous n'avez personne sur qui vous retournez. Eh bien, moi, à la tête de l'écroulement de la rue d'Aubagne, je me suis retrouvé à prendre des décisions. Est-ce que j'arrête les secours? Est-ce que je continue? Est-ce que j'expose mes marins-pompiers alors que ça pleuvait sur les côtés et les pierres tombaient et que les hommes et les femmes qui allaient avec leurs chiens essayer de trouver les gens à sauver risquaient leur vie toutes les minutes. Jusqu'au moment où j'ai pris la décision d'arrêter les secours parce que l'espèce de mur ici, qui était à l'immeuble d'à côté, tombait tellement que le risque était trop intense. Et j'ai bien fait, parce qu'un quart d'heure après, il s'est entièrement écroulé. Et ça a rajouté 3 mètres de gravats. Donc en plus des victimes à l'intérieur, il y aurait eu 14 morts de plus. Cette course à la vie, est-ce que j'arrête ou est-ce que j'essaie de sauver? Cette décision, c'est la solitude du chef. Et sans être aussi dramatique que celle-là, c'est celle que vous connaissez. Et c'est pour ça que je me dis qu'on peut en parler ensemble. Et puis, comme je vous l'ai dit, le troisième point, c'est la DDEC de Marseille, où j'ai fait donc 5 ans après mon commandement à la DDEC de Marseille. J'ai vécu la crise de Covid avec vous. J'ai vécu la crise dans les établissements que j'ai aidés. Et j'audite les établissements. Et donc, je crois à peu près connaître maintenant les chefs d'établissement, d'autant plus que je suis président d'OGEC, d'une école de 220 élèves, juste à côté de la rue de Bagne, où ça s'est écroulé. Voilà. Donc c'est pour vous rassurer et pour... C'est pas très pratique ce truc-là. Et donc je vais vous parler de 3 points. Maintenant que vous êtes à peu près rassurés et que j'espère que vous n'allez pas trop dormir, c'est qu'est-ce que c'est qu'un chef? Alors, on parle de responsable, de dirigeant, de chef d'établissement. Dans la marine, on parle de chef. Dans les armées, donc on va parler de chefé, comme disait monsieur le président Jacques Chirac. Donc qu'est-ce que c'est qu'un chef? La solitude du chef, et puis le chef dans la crise, le chef dans la tempête, si ça vous convient. Et puis on fera une période de questions de 10 minutes à la fin. Il faut que je tienne mes horaires. Alors, premier constat, qu'est-ce que c'est qu'un chef? Un chef, pour moi, ça voit loin, large et profond. En fait, dans un établissement de petite ou de grande taille, mais évidemment plus de grande taille que de petite, le patron, le dirigeant, c'est celui qui regarde là-bas. Ce n'est pas celui qui fait tous les jours. Si un dirigeant ne s'occupe que du quotidien ou du surlendemain, vous n'êtes pas patron. Et c'est une des grandes difficultés. Je fais du coaching de dirigeants. Souvent, le dirigeant, il est noyé dans ses mails, dans son action quotidienne,
Et il oublie que le seul qui va penser à l'avenir, le seul, c'est lui, personne d'autre. Les autres, parfois, ils sont à une journée, 2 journées, une semaine, la rentrée scolaire qui va arriver. Mais celui qui pense à la rentrée suivante, mais surtout qui pense à la construction de l'établissement, à la modernisation, à la prise en compte du réchauffement climatique, et donc on est à 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a que vous. Donc si vous ne regardez pas loin, vous ne faites pas votre métier. Alors je serai un peu direct, hein. Vous êtes prévenus. Loin et large et profond. Large, parce qu'un dirigeant, ça s'inscrit dans un contexte. On est là dans notre école, dans notre collège, dans l'établissement, on y passe les journées, parfois les nuits, et en fait, vous n'êtes pas seul, vous êtes dans un environnement, vous avez des voisins, vous avez des concurrents, vous avez un contexte, vous avez une DDEC, vous avez un rectorat, vous avez un monde civil, vous avez des comités d'intérêt de quartier, etc. Et en fait, le patron, le dirigeant, c'est celui qui prend et qui voit large, qui prend en compte les choses que les autres ne voient pas. Et profond dans les deux sens, profond, haut et bas. Profond, haut, parce qu'un dirigeant doit se mettre dans la tête de son propre dirigeant. Quand vous allez voir votre directeur diocésain et que vous lui amenez vos problèmes de cantine, alors que lui, il est dans la problématique de l'avenir de l'enseignement catholique dans votre département, vous allez avoir du mal à le contacter, ou un problème d'élève. Par contre, si vous êtes dans la pensée du chef, dans ses préoccupations, et que vous amenez vos problèmes dans ses préoccupations, là, il va vous parler. Il va vous écouter. C'est pareil pour votre recteur, c'est pareil pour le cabinet, c'est pareil pour l'enseignement catholique, c'est pareil pour votre président d'union. Hein. Mettez-vous en hauteur, mettez-vous dans la pensée de votre chef pour mieux lui apporter des problèmes et surtout des solutions pour lui donner à choisir des options et non pas lui demander de faire ce que vous devez faire vous-même. Haut, en profondeur, et profond dans le bas, parce que plus on monte en grade, et croyez-moi, dans la marine, quand vous arrivez amiral, vous vous retrouvez rapidement avec une assistante, un chauffeur, parfois un maître d'hôtel, un cuisinier, toute une fonction qui vous permet de recevoir et de faire votre boulot. Mais vous, c'est pareil, les grands établissements, hein, même les petits assistantes, petites secrétaires, grands établissements, des directeurs adjoints, des CPE, un secrétariat, un comptable, un intendant. Et plus je monte en grade, en responsabilité, plus je m'élève, plus tout est naturel. Mon chauffeur, alors ce n'est pas le cas dans votre cas, mais mon équipe se met en service, comme par hasard le café arrive, comme par hasard je suis accueilli, j'ai jamais de problème de place de parking, j'ai aucun problème. Et donc je monte et je ne fais plus attention aux autres. Et dans mon cas, je ne fais plus attention à mon chauffeur. Je vais déjeuner chez le recteur, aucun problème, moi je suis attendu déjeuner, mais quand il mange, lui, personne ne s'en occupe. Plus vous montez dans les responsabilités, plus vous vous occupez des petits sans grade, qui ne sont petits que parce qu'ils ont moins de grade que vous et de responsabilités, mais qui sont aussi grands, voire plus grands en humanité que vous-même. Petit test. Levez la main ceux qui connaissent le nom de leur femme de ménage qui passe dans le bureau. C'est pas mal. Levez la main ceux qui connaissent le nombre d'enfants de la femme de ménage. Bon, c'est pas mal. Voilà des petits sans grade que tout le monde ignore, sauf vous, peut-être, enseignement catholique, qu'on ignore, et qui est peut-être le matin, là, à 4h, à 5h du matin, qui est peut-être malheureuse, qui a peut-être premier enfant, dont on ne sait pas. Et pourtant, si elle ne nettoie pas, elle ne fait pas le boulot, votre école, elle est sale, et les enfants ne viennent pas. Petit. Loin, large, profond. Ça va, vous me suivez toujours? Deuxième recommandation, c'est quoi un chef? Au sens de la décision. Un directeur, un dirigeant, ça dirige, donc ça ordonne. Oh là là, le mot, ça donne des ordres. Ouh là là. En fait, chefer, c'est 4 mots pour moi. C'est ordonner, cadrer, encourager et respecter. Ordonner, parce que votre responsabilité, je suis désolé, c'est de donner des ordres. Des directives, vous l'appelez comme vous voulez. Si vous ne donnez pas de directives, si vous faites du mou, vous n'êtes pas patron. Ça, c'est clair. Mais dans notre monde moderne, donner des ordres, c'est sale. Mais c'est cadré. Quand vous donnez des directives, vous donnez des directives, mais les gens qui sont sous vos ordres, sous votre direction, c'est des humains avec leur intelligence, et donnez-leur de degrés de liberté. Vous ne leur dites pas, tu fais ça, tu tournes à gauche et tu reçois ta classe, mais donnez-lui une mission avec une limite gauche, une limite droite. Quand tu dépasses cette limite, tu me préviens.
entre-temps, tu es autonome. Une autonomie cadrée, bien cadrée, et ça c'est difficile de cadrer, et ensuite donner la liberté dans le cadre. Ordonner, cadrer. Encourager. Pourquoi je vous dis encourager? Pourquoi j'insiste beaucoup auprès des dirigeants et notamment des chefs d'établissement? Parce que quand on est chef d'établissement, on voit les choses par le haut. On voit toujours, on a une vision globale. On ne connaît pas forcément tout en détail, mais on a une vision globale. Donc on arrive, et quand on arrive à quelqu'un, on voit tout de suite le défaut, parce qu'on a la vision globale. La plupart des patrons, ils commencent par critiquer, avec des gens qui ont travaillé, qui ont organisé, qui n'ont pas votre vision globale, mais qui, chacun dans son coin, a donné le meilleur lui-même. Donc commencez par féliciter, encourager, et ensuite parler des points perfectibles. Et c'est notre défaut de dirigeant, c'est de commencer par critiquer. Et enfin, respecter, parce que je vous l'ai dit, je le redis encore, il n'y a pas des petits et des grands, il y a des hommes et des femmes. Ils sont petits parce qu'ils ont moins de responsabilités, mais ils sont grands parce que c'est nos frères et sœurs. En foi, mais aussi en opération, en direction. Il n'y a pas de personne petite. Respecter, respecter. Ordonner, cadrer, encourager, respecter. En résumé, 2 mots-clés, autorité et bienveillance. Autorité sans bienveillance, ça mène à la dictature. Bienveillance sans autorité, ça mène au copinage. Ça ne marche pas. 3e recommandation, donner du sens, pas du flou. Combien on voit de chefs d'établissement, de dirigeants dans le public qui ne savent pas expliquer. Il faut dire pourquoi les choses et pas simplement comment. Pourquoi on fait ça? Quel est le sens? Si vous donnez du sens, ils vous suivront. Si vous expliquez simplement comment, à un moment, ils ne vous suivront plus. Donner du sens. Alors, la grande question de la popularité. On est tous naturellement, à part moi qui suis parfait, depuis que je suis décidé d'être parfait, je suis modeste. Mais à part moi qui suis parfait, donc, on a tous notre faiblesse. Et donc, quand on dirige un établissement, on est content dans notre ego d'avoir des retours d'être positifs, d'être aimé, d'accord, d'être populaire. On n'est pas là pour être populaire, on n'est pas là pour être aimé, on est là pour être juste. On est là pour être juste. Celui qui cherche la popularité, qui va copiner, qui va prendre des décisions pour être aimé, il le payera content. En revanche, la plus belle récompense, c'est quand, moi on me l'a dit plusieurs fois, c'est « Ah, vous êtes difficile, hein, vous êtes dur, vous êtes exigeant, mais vous êtes juste. Soyez juste, soyez exemplaire, ne soyez pas populaire. » Par contre, cet éloignement qui vous amène à la justice et non pas à la popularité, compensez-le par ce que j'appelle la solidarité du malheur. Dans votre équipe, quelqu'un a un énorme problème, je lâche tout, je mets le paquet, je suis avec lui. Hein, il a un cancer, je le sais parce que je m'occupe de mes hommes et mes femmes, et je lâche tout, j'arrête ma réunion, il est dans le malheur, j'y vais, je le soutiens, je l'appuie, je sais faire marcher mes relations. La solidarité du malheur. Je suis toujours dans les temps. L'esprit d'équipage, cultiver l'esprit d'équipage. Comment ça se cultive l'esprit d'équipage? Ça ne se décrète pas. Ça se cultive par la connaissance intime des hommes et des femmes. Alors moi, je vous donne un truc. Dans les armées, regardez vos politiques. Regardez bien les politiques. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je vous conseille de faire bonjour. Et vous prenez un quart de seconde, vous plongez dans le regard de l'homme. Plongez. Je regarde intensément, je plonge dans le regard et je me dis qui est cette personne. Faites le test et vous verrez en face, elle va sourire. Plongez dans le regard. Connaissez vos hommes et vos femmes, connaissez votre personnel. Évidemment, on ne fait pas d'inquisition, mais comment pouvez-vous diriger quelqu'un dont vous ne savez pas que sa femme est cancéreuse et qu'elle va à l'hôpital? On ne peut pas lui demander, mais il faut le savoir. Connaître ses hommes et ses femmes. C'est vraiment fondamental. Et puis je terminerai par garder le cap dans l'écume des jours. Combien de dirigeants sont stressés? Ah, je suis épuisé. Ah, j'ai eu 300 mails, 200 réunions. Quelle journée, quelle journée. Fierté. J'ai eu 300 mails. Moi, je travaille, j'ai eu 200 réunions. Ah, je me plains, mais je suis vachement fier. En fait, pardon de vous le dire, mais celui qui a 300 mails, il est mauvais. Voilà. Il est mauvais, il n'est pas organisé, il ne s'est pas filtré. Alors, je mets un petit bémol pour les tout petits établissements où le chef d'établissement est tout seul, il ramasse tout. Mais dès qu'on a un secrétaire, quelques adjoints, celui qui a 300 mails, il est mauvais. Voilà, il est mauvais. Et puis, si vous êtes débordé, vous allez faire un test avec moi que je vous conseille. C'est le test que j'appelle de l'écume des jours.
Si vous vous faites manger par le quotidien l'équipe des tours, je vous l'ai dit, vous ne faites pas votre métier de chef loin, large, profond. On est d'accord. Alors le soir, en quittant, là, quand il est tard, on a bossé comme une mule, la famille attend, il faut rentrer, on va se faire engueuler par son mari ou par sa femme, les enfants vous réclament, enfin bref, vous faites le test du bureau vide. Vous prenez votre bureau, vous le videz entièrement. Alors les très organisés rangent et c'est parfait. Les moins organisés, moi je l'ai fait à une époque, prennent tous les dossiers et ils ont une étagère, ils ouvrent une armoire derrière, ils reproduisent le bureau derrière, ils referment. Moi, quand je travaillais dans l'état-major des armées, comme c'était des dossiers secrets, de toute façon, il fallait le faire. Donc, je reproduisais le bureau, je le mettais derrière, avec l'armoire qui était vide le soir matin. Et vous mettez à votre bureau vide, posez les mains à plat, et vous vous dites pendant 10 minutes, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai été chef? Est-ce que j'ai regardé loin, large, profond? Est-ce que j'ai fait ma direction avec autorité et bienveillance? Est-ce que je donnais du sens? Voilà, posez-vous, réfléchissez au sens des choses. Est-ce que j'ai fait mon métier? Au début, ça fait peur, parce que l'attirance du mail qui tombe et qui vous pompe et qui vous donne l'impression d'être utile sera moins utile que le temps de réflexion. Est-ce que j'ai été patron ou patronne? Mais ça fait peur. Alors, la deuxième partie, c'est la partie sur la solitude. Je vous ai parlé de quelques clés de chef, c'est ma vision, mais je pense qu'on se retrouve. Je crois qu'on se retrouve. Là, la deuxième partie, c'est la solitude. Le problème du chef, c'est que si on est vraiment chef, il y a des moments où on est en grande solitude. On est solitude dans la crise, dans le quotidien, parce qu'on doit être exemplaire. Le commandant sur un bateau, il n'a pas le droit de mettre les pieds sur la table, sinon tout le monde met les pieds sur la table. Vous, chez l'établissement, si vous arrivez dans une tenue complètement débraillée, vous ne pouvez pas demander à vos élèves et aux profs de se tenir correctement, on est bien d'accord. Donc vous êtes exemplaire. En tout temps, en tout lieu. Si la voiture, vous vous garez en dehors du parking, c'est fini. Ils se gareront tous en dehors du parking. L'exemplarité. La posture. J'ai une posture de chef d'établissement. Je prends du recul, je décide. Je ne peux pas improviser. Je suis regardé et écouté. Donc je suis toujours en posture. Je n'ai pas le droit de me reposer. Je suis seul à anticiper. J'espère bien à partir de maintenant. C'était déjà le cas. Loin, large, profond. Je suis le seul à décider. Et souvent, la décision... est-ce que j'appelle le rectorat? Est-ce que je fais un article 40? Est-ce que je fais une information préoccupante? Est-ce que j'appelle les parents, qui sont peut-être eux-mêmes des gens qui ont martyrisé leur enfant? C'est pour ça que lui, cet enfant a ce comportement à l'école. La décision du chef est très difficile à porter tout seul. Seul à décider, seul à assumer, puisqu'à la fin, les comptes, on vous les demandera. Et puis seul, le soir, face à vous-même, parce que quand vous avez pris une décision et qu'elle vous torture, personne ne vous aide, vous êtes tout seul. Tout seul. C'est ça être chef, c'est la solitude, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la rue d'Aubagne. Il y a un moment où on prend des décisions et ces décisions sont très difficiles à prendre, il faut les assumer et on les assume en solitude. Plein de gens vont vous conseiller, mais personne n'assumera à part vous-même. Vous êtes seul, mais vous n'êtes pas isolé. Il y a 3 aides. La plus facile, la plus forte, celle de Dieu, celle des autres et la collégialité. Arbitrer, un petit mot sur chacun. Je vous ai mis ici la prière de Saint Patrick. Tout le monde n'est pas obligé de croire, je ne fais pas de prosélytisme. J'ai juste mis dans la prière de Saint Patrick la dernière phrase en rouge. Le Christ en largeur, le Christ en longueur, le Christ en profondeur, en hauteur. Loin, large, profond. Je n'ai pas fait exprès, mais je pense que j'ai été inspiré. Deuxième chose, l'aide des autres. Alors, vous n'êtes pas isolé parce que vous avez l'aide des autres. J'ai mis ici en symbole une hélice. Parce que pour faire avancer un bateau, il y a des pales. S'il n'y a plus qu'une seule paille, il n'avance plus. Ça veut dire qu'ensemble, on avance, on est propulsé. Et en fait, l'aide des autres, c'est ça. Il y a quatre hélices. On n'a pas le temps de les détailler. Je vais vous donner quelques clés simplement. L'hélice de soi-même. Vous êtes tout seul, mais vous n'êtes pas isolé. Vous n'êtes pas isolé d'abord parce que vous avez une famille, des amis sur lesquels vous pouvez vous confier. Mais vous pouvez vous confier dans vos responsabilités, mais ils ne vous aideront pas. Ils vous aideront dans l'amour, dans l'amitié, mais ils ne vous aideront pas dans la décision. Parce qu'ils ne comprendront pas forcément le poids et la responsabilité que vous avez. Donc, trouvez un homologue, une homologue neutre, ami, de votre profession, pour pouvoir échanger. Échanger en vérité, échanger en profondeur, et non pas en jugement avec un collègue qui vous dira « ça j'ai fait », qui ne soit pas là simplement pour vous conseiller,
mais pour mutuellement vous aider. Ça vous déchargera. Ça, c'est pour vous aider en vous-même. Deuxième clé, faites comme le maréchal Foch. Le maréchal Foch, qui a été le commandant en chef de l'ensemble des forces alliées pendant la Première Guerre mondiale, il avait sous ses ordres 5 millions de personnes. Eh bien, le maréchal Foch, il faisait la sieste de 2 heures tous les jours, malgré les combats. Moi, je l'admire beaucoup. 2 heures. Prenez le temps de vous reposer. Une petite sieste en début d'après-midi, de 20 minutes, c'est pas coupable, ça vous repose, ça vous met en posture. Prenez du temps pour vous-même. Vous n'êtes pas seul, les homologues, vous avez la DDEC, vous avez vos collègues, et puis vous avez, et puis je l'ai dit, vous avez celui qui nous éclaire tous en haut. Vous avez aussi le réseau, les ressources externes, le réseau, les voisins, les CIQ, les intérêts de quartier, la DDEC, le rectorat, l'EPSI, les EMAS, enfin tout ce que vous connaissez bien plus que moi. Moi, mon message là-dessus, pour vous aider, c'est que le réseau, ça se construit avant. Ça ne se construit pas pendant. Si vous avez besoin de votre référent police, invitez-le à un déjeuner ou à un petit déjeuner de rencontre pour vous connaître. Ce n'est pas pendant la crise qu'on va faire connaissance. C'est avant qu'on construit la confiance. Le réseau au sens positif du terme, ça se construit avant et pas pendant. De même, les partenariats. Vous n'êtes pas seul. Combien de fois j'ai vu une école, un collège, un lycée, tout seul dans son quartier, pensant qu'à lui-même. Et on est catholique, et on va faire de l'aide au petit frère, on fait une action bol de riz pour aider le Bangladesh, et à côté, à Marseille en particulier, il y a des associations qui crèvent la faim, et on ne va pas envoyer nos élèves pour partager. Vous n'êtes pas seul localement. Vous avez des voisins, vous avez des gens dans le malheur à côté, vous avez une mairie, vous avez des associations, vous avez des politiques, vous avez des... Voilà, sortez, faites le tour, allez voir les voisins, allez vous présenter à la caserne des pompiers. Alors les marins-pompiers à Marseille, c'est les plus hauts, mais les autres sont pas mal non plus. Allez vous présenter aux pompiers locaux pour travailler avec eux, à la police. Faites du réseau positif, sortez de votre village gaulois. Le réseau externe. Et puis, le management interne. Le management interne, pour finir, je suis toujours dans les temps, le management interne, c'est ce que j'appelle la collégialité arbitrée. Alors, la facilité du commandement et de la direction, c'est le cloisonnement. Je suis chef, et comme je ne suis pas très fort, comme je suis un peu incertain, comme tous les chefs malheureusement, je vais cloisonner l'information, parce que cloisonner l'information, c'est le pouvoir. Je donne l'information qui te concerne simplement à mon CPE, je donne l'information qui te concerne simplement à mon directeur adjoint collège, enfin, quand vous êtes organisé, etc., etc. Et donc, on est obligé de passer par le chef pour avoir les décisions, mais il n'y a que lui qui connaît. Facile. Sauf que dans la tempête, quand vous allez envoyer comme représentant à une réunion votre directeur adjoint de collège, ben, s'il y a une question qui sort du cadre, il ne saura pas y répondre. Et si dans la crise, on n'a que la moitié de l'information, tout le monde se retourne vers vous, ben vous êtes tout seul. Et si malheureusement vous n'êtes pas en forme ce jour-là, vous avez un malheur personnel, ben il n'y a plus personne. Donc le cloisonnement de l'information, faciliter la direction qui permettent de diriger. Il y a des centaines et des milliers de dirigeants qui font ça. Hein. Je cloisonne, comme ça je sais tout, je suis au courant de tout, et je suis tout seul à savoir tout, dont je dirige. J'appelle ça de la lâcheté de commandement. Moi je vous propose la collégialité. Collégialité arbitrée. Pourquoi la collégialité arbitrée? Je réunis mon équipe de direction. Alors chacun, alors même un micro-management d'une petite école avec une assistante ou un ou deux profs, les grandes décisions, je les fais en collégialité arbitrée. Ça veut dire quoi? Pourquoi la collégialité? Pour la collégialité, parce que c'est la confiance. C'est-à-dire on analyse les décisions ensemble, et donc chacun entend les arguments de l'autre, et ça fait naître la confiance. Qui dit confiance dit esprit d'équipage, esprit d'équipe. Ça vous prépare à la crise. Ça aussi, ça vous aide à la reconnaissance, parce que quand vous partagez les problèmes de l'établissement avec la direction, même le comptable, qui n'est pas concerné par le projet pédagogique, et qui va donc travailler dans son coin pour dire c'est pas mon problème, hein, l'intendant, si vous l'associez, il va se sentir reconnaissant que vous l'associez à l'ensemble. Et là, on crée l'équipe. Ensuite, vous réduisez les risques. Parce que décider tout seul, c'est bien beau, mais vous n'avez pas la science infuse. Et donc, entendre vos différents adjoints donner des arguments pour et contre vous permet de prendre des décisions dans la justesse et non pas dans le risque. Et enfin,
L'adhésion dans la durée, parce que vous n'êtes pas là pour toujours. Certains sont là depuis très longtemps, d'autres ne font que 3. Dans la marine, c'est 3 ans. Vous, c'est plus longtemps, mais parfois c'est très longtemps et parfois c'est 4-5 ans, pas plus. Et donc, certains dans les grandes administrations se mettent en mode pause en disant il sera parti dans 2 ans, on va attendre que ça passe. Si vous les associez à la décision, quand vous serez parti, la décision va continuer. La mise en œuvre va continuer puisqu'ils seront porteurs du sens et des valeurs. D'accord ? Collégialité. Mais qui dit collégialité ne dit pas collégialité en n'importe quoi. Arbitrer. C'est-à-dire que vous faites votre réunion, mais vous allez entendre les arguments des uns et des autres, faire naître le débat, et à la fin, vous décidez. Vous décidez. Et ça, le plus difficile. Je décide et j'assume. Ce n'est pas parce que la décision a été prise en collégialité arbitrée que c'est eux qui ont décidé. C'est vous. Donc c'est vous qui assumez, sinon c'est trop facile. Hein, d'accord ? Et la plus grande difficulté, c'est de sortir de cette réunion en ayant bien décidé et assumé. C'est-à-dire que ce que je vous conseille, ça veut dire que je vous ai tous entendus, nous avons parlé de tel sujet, nous avons entendu les arguments de l'un, les arguments de l'autre, il y a eu un débat, je décide. Ordonné, cadré, encouragé, respecté. Il y en a qui dorment. Je décide, j'assume, mais pour montrer que j'ai bien compris, que j'ai l'esprit de synthèse, je récapitule la décision. Exercice très difficile, quand la réunion dure un peu longtemps, on se disperse et rapidement on oublie le fil. Et vous, une des forces de la direction, c'est d'être capable de faire une synthèse de 3 mots ou d'une minute de ce que j'ai entendu sur le problème qui se pose de la manière suivante, des débats qui ont lieu. Je récapitule et je jalonne. Donc nous avons décidé, j'ai décidé en vous écoutant de faire ceci sur celle-ci. Nous allons le faire dans les temps suivants. Dans le premier temps, nous ferons ceci. Je confie à telle personne le soin de faire cette partie-là avec la limite gauche et la limite droite. Je récapitule, je jalonne. D'accord ? Et je délègue. Tout le monde ayant participé, je peux déléguer. Et si la réunion n'a pas réussi à sortir une décision, ce qui arrive de temps en temps, à ce moment-là, vous dites, bon, sur ce sujet, j'ai décidé, etc. Sur celui-là, on n'est pas complètement d'accord. Je vous demande pour telle date de travailler chacun votre sujet, de me renvoyer vos éléments. Nous allons refaire une décision, en expliquant l'objectif et ce qu'on veut faire. Le pire, c'est... Alors, merci pour cette réunion. Donc, nous sommes tous d'accord. On est à la prochaine fois. Tout le monde sort. Tout le monde a compris chacun ce qu'il voulait. Il n'y a aucune décision derrière. On n'est pas en collégialité, en arbitré. Le flou. En crise, le flou tue. Et ce qui me permet de faire la liaison avec ma dernière partie. La dernière partie, c'est que vous l'avez vécu dans le Covid, vous l'avez vécu dans les malheurs, etc. Le chef se révèle dans la tempête. Moi, j'appelle ça la tempête, vous la crise, mais c'est pareil. Et la crise révèle les caractères. Tout ce que vous avez laissé faceiller, c'est le marin qui parle, la voile qui faceille, tout ça va se payer. Tout défaut d'autorité et de bienveillance, le copinage ou la dictature, tout défaut de confiance, tout défaut de compréhension, tout ça, ça va se payer cash dans la tempête. Parce qu'à ce moment-là, ils vont vous lâcher. Et ils diront, c'est le chef d'établissement qui a décidé, c'est pas moi. Et croyez-moi, dans certaines tempêtes, et vous en avez connu, certains d'entre vous, de drames intérieurs, d'enfants qui se suicident, enfin de drames que vous avez tous connus, la solitude du chef sans équipe derrière, c'est très compliqué. Et donc, il faut se préparer à la tempête. Alors, je vais prendre un exemple de marin. Tout à l'heure, on parlait de frégate, donc j'ai pris une frégate dans la tempête ici. Hein. Alors, juste pour les amiraux à la retraite, ça adore raconter des histoires. Et donc là, vous voyez, sur un bateau comme celui-là, il y a des vagues tellement fortes que la tourelle à l'avant, moi j'ai eu un bateau, on a pris un coup de vague de l'avant et la tourelle blindée s'est brisée. Ça vous donne la force de la mer. Hein. Voilà. Donc quand vous allez partir à la tempête, pour partir à la tempête, préparer la tempête et la crise, il y a quelques clés. D'abord, sur un bateau, avoir un navire solide. Avoir un navire solide, c'est un navire donc, qui soit résistant à la mer. Donc pour nous, dans notre établissement, c'est quoi un navire solide ? C'est que les règles soient claires, l'organisation soit claire, que la délégation soit claire, que la subsidiarité soit claire, que chacun sait ce qu'il a à faire, que les choses soient cadrées, que chacun ait son rôle, qu'on est levé souvent dans les organisations, on ne sait pas trop faire la différence entre ce que fait l'intendant et ce que fait un tel, etc. Il y a un flou là. Quand ça marche, ça discute. Dans la tempête, ça ne marche plus, ça.
Je lève, je fais une organisation claire et surtout, j'ai fait la collégialité arbitrée, j'ai délégué, j'ai fait la subsidiarité, j'évite de décider quand la décision peut être prise en dessous. Et comme ça, je suis passé à 30 mails. Et oui. Une fois qu'on a vérifié que le navire est solide, on vérifie que le matériel est arrimé. Dans la marine, quand on part à la mer, on commence par faire une ronde d'arrimage. Parce que quand vous avez 12 roulis de 30 degrés ou de l'autre, tout ce qui n'est pas attaché vole. Les chaises, les tables, tout. Bon, quand on dort sur un bateau, je vous donne un truc, quand vous faites un ferry et que ça roule beaucoup, pour bien dormir quand il y a des... Enfin, pour bien dormir, pour essayer de bien dormir, vous vous calez contre la cloison, vous soulevez votre matelas, vous bourrez le matelas d'habits et comme ça, vous dormez. Comme ça, vous êtes bloqué entre le matelas et la cloison, et comme ça, vous ne bougez plus. Voilà. Histoire vécue. Hein. Pour nous, dans un établissement, le matériel arrimé, la ronde d'arrimage, pas d'ambiguïté. Tout ce qui a été du non-dit vous tuera dans la crise. Toutes les relations avec votre adjoint, où il y a des choses que vous n'entendez pas bien, et du coup, on a laissé sous silence, ça ressortira. Ça ressortira. Pas de non-dit. Le flou tue. Troisième clé de la tempête, quand le bateau fait face à la vague, avec un gros moteur qui pousse derrière, il peut affronter les vagues. Si malheureusement le moteur tombe en panne, il se met de travers, et la vague qui est là, vous voyez, si vous la prenez comme ça passe. Si vous la prenez de face, ça ne se passe pas bien. Si vous êtes de côté, le bateau le plus gros peut se retourner. Hein. Mais vraiment, hein. On l'a vu, pendant la guerre du Pacifique, l'escadre américaine. Il y a eu un ouragan, il y a eu 7 frégates qui ont coulé, et un des gros porte-avions avait tout l'avant arraché. Donc il n'y a pas de gros bateau, il y a toujours la mer plus forte. Et bien chez nous, c'est pareil. Et donc notre fiabilité, c'est nos valeurs. C'est tout ce que vous aurez donné en sens. Tout ce que toute la journée, toute l'année, en regardant loin, large et profond, vous aurez donné en expliquant comment les choses, et pas simplement pourquoi les choses. En faisant... avec référence à évidemment celui qui est notre patron en tout, qui nous donne le sens fondamental, bien évidemment. Mais les valeurs que vous avez déclinées toute l'année, ce sont celles qui resteront à la fin quand vous serez en crise et que ce sera la catastrophe. Donner du sens, donner du sens. Un équipage entraîné et soudé, c'est ce que je disais tout à l'heure, la cohésion. La cohésion, elle passe par l'information descendante et montante, hein, et pas simplement montante. Je prends soin d'informer très régulièrement mes équipes, mon équipe éducative, mes OGEC, mon personnel, toujours de donner de l'information, les rassembler, leur faire un petit mail d'information générale pour donner de la cohésion. La confiance, la délégation fait partie de la confiance, et la cohésion, les connaître, essayer de faire des moments de cohésion, des moments courts peut-être, mais des moments où vous vous retrouvez pour ne pas parler boulot, mais pour partager des choses. Hein. Emmenez-les en séminaire. Prenez vos profs et emmenez-les quelque part pour aller faire un peu d'exercice le matin et vous retrouver dans un autre cadre pour créer l'équipe. Créer l'équipe, hein, c'est cette équipe-là qui comptera dans la crise. Un équipage soudé et entraîné. Et puis, un capitaine qui tient la barre jusqu'au bout. Et donc, un capitaine, vous, qui décide, guide, rassure, assume. Voilà mon navire dans la tempête. J'en ai fini. Je voudrais finir par cette citation que vous connaissez probablement pour la plupart d'entre vous. C'est la citation de Michel Menu. Michel Menu, qui était un grand chef scout, un très grand résistant, qui a écrit, je vous la propose de la lire ensemble parce que je l'aime beaucoup, « Si tu veux être chef un jour, pense à ceux qui te seront confiés. Si tu ralentis, ils s'arrêtent. Si tu faiblis, ils se flanchent. Si tu t'assieds, ils se couchent. Si tu critiques, ils démolissent. Mais si tu marches devant, ils te dépasseront. Si tu donnes la main, ils donneront leur peau. Si tu pries, alors ils seront des saints. Amen. » Je trouve que résume bien cette conférence. Voilà la fin de la conférence. En résumé, au lieu de dire « vous les chefs d'établissement », moi le militaire, je permettrai de dire simplement « nous les chefs ». Et pour terminer, une petite photo, hein, confiance. Donc ça, c'est au-dessus des calanques, à 80 mètres en dessous. Là, c'est de mes instructeurs. On fait un exercice. Je vous ai dit d'aller sur le terrain, donner confiance. Donc le blessé qui rigole, jaune, c'est moi. C'est moi. Et là, vous vous remettez en disant « je fais confiance ». Il y a 80 mètres en dessous, je n'étais pas très fier. Voilà. Mais y être à la place des autres,
et celui qui est au-dessus, il vous suit après. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis à temps, à 5 minutes près même. Alors, feu roulant pour toutes les questions que vous souhaitez. Il n'y a pas de mauvaises questions avec des mauvaises réponses. Dans le diaporama, vous avez fait une distinction entre délégation et subsidiarité. Moi, je ne la fais pas très clairement. Alors, délégation et subsidiarité. Alors, d'abord, c'est un principe de délégation de pouvoir. Hein. Vous savez, ça vous connaissez par cœur, la délégation de pouvoir. C'est-à-dire que vous déléguez entièrement la responsabilité. C'est ce qu'on fait quand un ministre délègue à un de ses grands subordonnés le pouvoir. C'est lui qui décide, qui signe. La délégation, c'est ça. Subsidiarité, c'est d'organiser les choses. La délégation, c'est je te donne cette délégation-là, tu t'occupes, je dis n'importe quoi, exprès, des primaires, ou du collège, enfin voilà, ou des premières. Ça, c'est la délégation, c'est toi qui gères. Tu me remontes si ça ne va pas. La subsidiarité, c'est pas pareil. C'est tu prends les décisions à ma place, je t'ai formé pour que tu prennes les décisions à ma place et que tu saches remonter quand ce n'est pas à toi de prendre la décision. C'est un peu différent. C'est beaucoup plus de travail, ça nécessite d'accompagner, d'expliquer, d'avoir des entretiens réguliers. Ayez des entretiens avec vos équipes et pas simplement une fois par an. Recevez votre personnel. J'ai vu des établissements où le chef d'établissement n'avait jamais reçu ses adjoints. Il avait reçu pour parler boulot. Mais on ne commence pas par qui êtes-vous, comment ça va, la famille, les amis. Il n'est pas toujours oublié de le dire. On fait connaissance mutuelle, on apprend à s'apprécier, à se connaître. Et à ce moment-là, en travaillant là-dessus, vous pourrez donner de la subsidiarité. Si vous parlez que boulot, vous n'y arriverez jamais, quoi. Ça répond à votre question? Une autre question? Oui, je vous en prie. Donc, Patrick, je suis chef d'établissement à Lille, d'une école maternelle et primaire, 14 classes, 13 classes. Et pendant un long moment, depuis 3 ans, je suis déchargé complètement, mais pendant un long moment, j'étais encore enseignant à mi-temps. Donc, je pense aussi qu'on est dans le vif aussi du sujet, on est aussi confronté aux mêmes réalités que les autres collègues enseignants. Et je pense que ce que vous dites, c'est vraiment très très intéressant, je vous en remercie, mais on est obligé d'adapter aussi en fonction de la taille de l'établissement, en fonction du contexte. Et le fait d'être au même niveau que ses collègues, d'être confronté aux copies, aux corrections, ça change un petit peu la donne. Et ça change, en tout cas moi, ça a changé ma façon d'aborder le management, parce que j'aurais dit d'abord, je suis d'abord enseignant, enfin je suis d'abord enseignant et chef d'établissement également aussi, mais ça a changé depuis, je vois bien que ça a changé moi depuis que je suis déchargé complètement. Alors c'est ce que vous vivez vous, hein, ce vit dans les entreprises, dans les armées, etc., hein, de la même manière. Et la force d'être en même temps enseignant et directeur, c'est une force parce que ça vous donne une légitimité non contestée. Hein. Vous savez de quoi vous parlez. Ça vous donne la faiblesse que les gens vous prennent pour un collègue et non pas pour le patron. L'avantage d'être en distance, c'est que ça vous permet de clarifier directement la relation d'autorité. Mais par contre, on dit il n'y connaît rien, il n'a qu'à parler et continuer. Et entre les deux, il n'y a pas vraiment de remède. Il y a des remèdes, c'est aller sur le terrain. C'est aller sur le terrain. Moi, je ne suis pas un exemple, mais moi, je vis mon commandement de marins-pompiers, ils sont 2400, et croyez-moi, il y a du boulot. Hein. Alors, les 300 mails, il y a du boulot. Et ben, comme je n'avais pas le temps dans la journée, alors ce n'est pas le cas de vos écoles, hein, j'allais la nuit. J'ai fait pendant 5 ans, j'ai fait une fois par semaine, une nuit complète avec les marins-pompiers en caserne. C'est fatigant le matin, hein, quand vous avez passé la nuit avec eux, que vous êtes l'amiral, vous dirigez la réunion, et que vous commencez à cligner les yeux, ils s'engueulent entre eux, tu as endormi l'amiral. Mais la réalité, c'est ça. C'est que si vous commencez à être cadre, avec plus de délégation et du coup une fonction de manager, vous êtes des vrais chefs d'entreprise, hein, vous les chefs d'établissement. Vous avez tout, contrairement au public, hein, vous avez tout. Hein. Et ben, allez sur le terrain. Allez dans une classe, vous asseoir derrière. Ça ne paraît rien. Il faut prévenir la prof avant, bien sûr. Mais allez derrière, discuter, écouter, reprendre la température, proposer vos services quand la prof est malade. Enfin, il y a plein de manières d'aller sur le terrain de manière beaucoup plus ponctuelle. Ce qui tue nos politiques, c'est l'éloignement. Ce qui tue nos politiques, c'est malheureusement, ils sont entourés d'une cour de gens qui vont... il va virer celui qui répond non. Parce que dire non à son chef, c'est compliqué. Hein. Il va garder que ceux qui disent oui. Et donc, il est entouré d'une cour qui lui disent que vous êtes le plus beau, etc. Il se coupe du terrain, où souvent le terrain, il n'est pas coupé. Il n'y a que ceux qui sont les positifs qui sont là pour accueillir le politique. Ceux qui sont négatifs, on les a écortés par la police.
Et donc vous êtes coupé du terrain. Et si vous êtes coupé du terrain, bah, vous êtes hors sol et vous prenez des décisions. Et à un moment, il y a l'effet messianique, c'est-à-dire que vous croyez que vous savez ce qui est bon pour eux et qu'ils ne comprennent rien. D'où la collégialité arbitrée pour garder la remontée du terrain, pour éviter de croire qu'on sait mieux que tout le monde. D'où le terrain pour y aller même quand on n'en a plus de poste. Oui, bien sûr. Comment passer alors moi je suis nouveau chef d'établissement d'un collège de 500 élèves. Voilà. Et ma question est la suivante. Comment passer d'un conseil de direction qui s'est construit, on va dire, de manière subjective et sur le copinage, à un conseil de direction qui soit au service d'un établissement scolaire? Alors ça, c'est compliqué comme question. Donc les 4 heures qui me restent vont permettre de répondre. Alors, je vais peut-être répéter les mêmes choses. Moi, je commencerai, alors c'est peut-être que vous avez déjà fait, par les recevoir tous individuellement longuement, pour les connaître, pour d'abord savoir à qui vous avez affaire, qui vous raconte. Alors, petite méthode chacun sa méthode. Petite méthode d'entretien individuel. Commencez par vous présenter. Le nombre de directeurs qui reçoivent, qui bombardent les personnes en question et qui ne disent pas qui ils sont. J'ai fait ceci, je viens de là, machin, j'ai fait ça, j'ai eu telle difficulté, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça vous permet, donc ça vous rend légitime, entre guillemets, pour poser à votre tour des questions. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Comment va la vie, etc. Parfois, ils se ferment et qu'ils ne veulent pas. Mais souvent, ils se confient un peu. On n'est pas non plus des psys, mais connaître le nombre d'enfants, la femme, ce que fait sa femme, etc., c'est pas mal. Donc déjà, ça met en confiance. Le nombre de fois, je vous l'ai dit, où le chef n'a jamais reçu son adjoint. Individuellement. D'accord? Ensuite, profitez-en pour faire une espèce d'audit. Mais qu'est-ce que tu penses de l'établissement? Ça ne marche pas. Mais aidez-le à répondre. Je viens d'arriver, je construis, je m'appuie sur vous, vous êtes indispensables, même ceux qui ne font rien. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le dire. C'est quoi, d'après toi ou d'après vous, les forces et les faiblesses? Forces, faiblesses, axes d'amélioration. Là, vous les mettez dans la situation de s'exprimer. D'accord? Et je recueille tout ça. Je fais ça avec tout le monde. Et donc, votre conseil de direction s'est exprimé. Donc, vous avez les avis séparés. Alors, soit ils sont tous unis contre le patron, et vous le verrez tout de suite, soit vous pouvez construire les avis des uns et des autres. Après, vous faites un bilan de tout ça, ce qui vous permet d'approcher la première réunion de direction en ayant une synthèse des forces et des faiblesses. D'accord? Ensuite, faites une deuxième réunion de direction hors mur, en mode construction d'une équipe. Le matin, je trouve un animateur, je fais faire du sport, des pompes, des concours, des je ne sais trop quoi, enfin un truc qui soit cohérent avec les valeurs de l'école, hein, évidemment, mais qui crée la convivialité. Et il y a quand même beaucoup d'intervenants. Moi, je peux vous faire, si vous voulez, je peux venir vous le faire. Je sais faire, je fais des séminaires de chef d'établissement, donc je sais faire. Et puis l'après-midi, on travaille, groupe de travail, sur des thèmes donnés, et on avance. Vous créez la cohésion. Créez la cohésion. Sans cohésion, il ne se passera rien. Et puis après, progressivement, donnez-leur la parole en collégialité arbitrée. Expliquez-leur leurs fondamentaux. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas travailler tout seul. J'ai la responsabilité, vous le savez tous. Vous êtes là depuis plus longtemps que moi. Et donc, on va travailler ensemble. À chaque fois qu'il y aura des grandes décisions, je vais tous vous écouter. On va discuter, alors dans le calme, etc. Et je déciderai, mais avec vos avis. Et vous allez les transformer et du coup, éviter le copinage. Hein. Donc, je décide, je résume, je fais la synthèse, je jalonne et j'assume. Et petit à petit, vous allez prendre la main. Alors, il y aura peut-être un rétif là-dedans, parce que souvent, c'est le cas, il y a un gars qui est malheureux, qui espérait être votre remplaçant, enfin, j'en sais rien. À ce moment-là, il faudra l'amener. Alors, soit vous l'amenez en confiance et il réadhère, soit à un moment, il faudra être courageux et l'exclure. Parce que s'il y a un gars qui s'accroche pour vous détruire tout, il le fera. Hein. Donc, il y a un moment où vous avez tous les feux sont verts, vous avez créé tout ce qu'il fallait. Si la personne est anti complètement, il faut prendre la décision courageuse soit de lui faire un accord salarial de départ, soit le faire muter ailleurs, mais il faudra bien faire. Hein. Voilà. Je ne sais pas si c'est la recette, mais en tous les cas, construisez. Si vous voulez vous imposer au conseil de direction en disant c'est moi qui suis le chef, je décide et c'est comme ça autrement, ça ne passera jamais. Enfin, ça passera en apparence. Hein. Oui, la question que je vous pose est suscitée par une remarque que vous avez faite. Quand on s'adresse aux professeurs en tant que chef d'établissement, on dit « chers collègues » ou « mesdames et messieurs les professeurs ». Vous avez dit on est patron et pas collègue. Alors, ça c'est une question à laquelle je n'ai pas réfléchi. Quel est l'avis de tout le monde? Qui a un avis?
Madame, monsieur. On peut dire cher collègue. On n'est pas l'employeur déjà. Enfin, vous n'êtes pas l'employeur, mais vous êtes le patron quand même. Hein. J'ai envie de répondre que ça dépend de votre poste, votre posture, etc. Les chers collègues, moi ça ne me gênerait pas de dire chers collègues si vous arrivez à montrer que vous êtes le patron par d'autres biais. Si vous passez, mesdames et messieurs, c'est vous chercher à imposer par le dessus. Hein? Alors vous avez une manière de biaiser. Chère équipe de direction. Moi, mon équipe de direction, au bataillon, ça y est, c'est reparti dans les histoires. Moi, je suis un amateur d'Astérix. Et vous vous souvenez, pour ceux qui aiment Astérix, la forêt des Carnutes, où il y a les vieux druides qui vont faire le concours. Et donc, moi, j'avais appelé mes réunions de direction les Carnutex, les réunions des Carnutes. Ça expliquait aux gens qu'ils étaient des druides, même si j'étais panoramix, ils étaient les druides. Ça leur donnait, ça les faisait rigoler, mais n'empêche que ça leur plaisait vachement. Et donc, dans réunion, au lieu de les appeler mesdames et messieurs, je les appelais chers Carnutex. Oui, c'est un biais. Chère équipe de direction. Quand vous dites ça, vous mettez à la fois de la confiance, vous les mettez en posture d'être dans une équipe de direction, et en même temps, vous leur montrez que c'est vous. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je n'ai pas de clé, mais quelques pistes. On est pas mal dans les temps, je crois. Donc, voilà, ça dépend de l'histoire de l'établissement. Voilà, tout est relatif. Moi, je voulais simplement vous donner des clés, puisqu'on va conclure, vous donner quelques pistes. Je vous conseille le bureau vide le soir. C'est très cruel, hein, le premier jour. Très, très cruel, parce que ça change tout. On est tellement attiré par ces mails. C'est tellement facile de se vider le cerveau en regardant les problèmes qui sont générés par les autres. Hein. Mais pour terminer, je voudrais vous dire que comparé à la marine, où le commandement d'un bateau, c'est quelque chose qui est complet. On est tout seul à la mer avec une équipe. On a des patrons qui sont lointains. La DDEC est lointaine. Le rectorat loin. Voilà. Et vous, l'enseignement catholique, l'enseignement privé, vous avez cette pleine responsabilité d'avoir tout dans la main. Soyez fiers. Ce n'est pas facile tous les jours, mais soyez fiers de vous. Moi, je vous admire parce que vous avez des sacrées responsabilités et vous pouvez en être fiers. Le jour où vous prendrez votre retraite, comptez combien d'élèves sont passés directement ou indirectement dans votre pédagogie et dans votre construction et combien vous avez lancé d'enfants dans la vie. Ma chef d'établissement de Perrin-Sainte-Trinité, qui vient de quitter à partir à la retraite, on a compté ensemble, elle en avait fait 5000. 5000 petits qui vont devenir grands avec une partie. Ça sera votre graine. Soyez fiers.